Des milliers de photos d'enfants abusés, un CD-ROM qui mènerait à un réseau pédophile et pourtant l'enquête piétine. La justice de certains pays est-elle complice? Enquête. Il faut quand même que les Français sachent que des affaires sont classées pour tout un tas de motifs juridiques, mais c'est quand même délirant. J'ai connaissance que, quelque part en France, il y a plusieurs ordinateurs bourrés d'informations extrêmement sensibles de cette nature qui sont en train de rouiller. Bonsoir. Il n'y a plus une semaine, bientôt plus un jour, sans qu'une nouvelle affaire de pédophilie ne s'étale à la une des journaux. Et la Suisse n'échappe pas au phénomène. Vendredi dernier, le beau-père d'un garçon de 11 ans a été condamné à Genève pour attouchement, alors qu'un couple suisse arrêté en Inde est soupçonné d'appartenir à un réseau international de pédophiles. Mais il y a malheureusement plus inquiétant. Vous vous souvenez sans doute de la découverte d'un CD-ROM contenant des milliers de photos à caractère pédophile. Un document remis à la justice de plusieurs pays européens, dont la Suisse, dans l'espoir de démanteler un réseau et surtout d'identifier des enfants disparus. 2 ans après, nos collègues français Anne Gainsburger et Frédéric Lacroix ont voulu savoir où en était l'enquête. Leur investigation fait froid dans le dos. Car malgré les grands discours dénonçant la pédophilie, la justice de certains pays traîne les pieds dans cette affaire quand elle ne ferme pas carrément les yeux. Un mot encore pour vous prévenir que ce reportage peut choquer la sensibilité de certains d'entre vous. Toutefois, en raison de la gravité du sujet, nous avons estimé important de le porter à votre connaissance. Je pensais qu'ils étaient fous. Tu pensais qu'ils étaient fous? Pourquoi? Parce que... ils nous tapaient, ils disaient qu'ils allaient tuer mes frères et sœurs, qu'un jour on nous retrouverait dans un fossé. Déborah affirme avoir été violée et torturée pendant plus de 7 ans. Longtemps silencieuse, elle veut maintenant raconter, dénoncer son calvaire et celui d'autres enfants avec elle. Après le divorce de ses parents, c'est à sa belle-mère la première qu'elle a parlé. Bien souvent, les enfants avaient des bandanas dans la bouche, du scotch, gros scotch marron sur la bouche, attachés à un lit en métal avec des ceintures. Et ils les violaient à plusieurs, ils se mettaient à plusieurs sur elles. L'histoire de Déborah n'est pas unique. Un peu partout en France, plusieurs enfants qui ne se connaissent pas se plaignent d'abus sexuels commis par des proches lors de week-ends ou de soirées. Tous racontent les mêmes scènes, beaucoup de détails concordent, comme ceux qu'a donné Théo à sa mère. Il avait 5 ans lorsqu'il a parlé. Il disait qu'on tuait des chiens, qu'on tuait des chats, qu'on faisait couler le sang sur les enfants qui étaient plus grands qu'eux. Des fois, ils obligeaient les enfants entre eux à faire des relations entre eux. Et ensuite, il a parlé de zizi dans les fesses, de bobo à son zizi. Et il prenait surtout beaucoup de photos avec les agresseurs, sans les agresseurs. Est-ce que tu sais pourquoi il faisait ces photos? Je sais pas. Et si ces photos avaient justement servi à alimenter ce CD-ROM, un document où apparaissent des milliers d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, y figurent de nombreuses séquences de viols, certains des enfants n'ont pas 3 ans. Un CD-ROM dont disposent aujourd'hui Interpol et plusieurs services de police européens, mais un CD-ROM dont l'histoire comporte de nombreuses zones d'ombre. Je vais partir d'ailleurs, parce que c'est sûr. Tout commence avec cet homme, Marcel Vervlossum, à la tête d'une association belge qui traque les pédophiles, l'association Morkoven. Depuis des années, Marcel et son équipe analysent et infiltrent les réseaux. La méthode Vervlossum est bien rodée, tous les moyens sont bons. Filature, visite inopinée dans des lieux suspects, saisie de documents. Et lorsque Marcel finit par démasquer les criminels, c'est toujours accompagné d'une caméra qu'il recueille leurs confidences.
Le monde de la pornographie dépasse les frontières. Les pédophiles sont très mobiles et peuvent vite passer d'un pays à l'autre. La justice est une organisation lourde où la coopération est inexistante. Elle n'est pas armée pour combattre ce fléau. C'est en enquêtant sur la disparition d'un adolescent qu'il met à jour une filière de trafic d'enfants entre l'Allemagne et la Hollande. Nous sommes en 1998. Dans le réseau figure un homme clé, Gary Ulrich, pédophile hollandais dont le carnet d'adresses fourmille de contacts en Italie, en Russie, en Allemagne et en France. Marcel Vervlossum va parvenir à approcher Ulrich et son petit ami Robbie van der Planken dans le réseau lui aussi. Dans leur appartement, des ordinateurs fonctionnent nuit et jour. C'est le centre nerveux d'un site internet pédophile sur lequel Ulrich diffuse des milliers de photos d'enfants abusés. Dans cet appartement étaient cachés de nombreux documents. C'est là que Marcel va mettre la main sur le CD-ROM. Avec cette affaire commencent les ennuis pour Marcel Vervlossum. Il dérange, perquisition à son domicile. La justice belge le somme de remettre les documents. La même justice belge le menace de poursuite pour détention de matériel pornographique. Un compromis est finalement trouvé, c'est donnant-donnant. Ils nous ont dit nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Dans la foulée, l'équipe de Morkoven va remettre le CD-ROM à Interpol et même l'adresser à certains chefs d'État européens. Nous sommes fin 98 et plus rien pendant plus d'1 an. Jusqu'au 24 février 2000, révélation à la une de l'Humanité, l'enquête dévoile l'existence du CD-ROM pédophile et celle d'un fichier de 500 portraits d'enfants élaborés à partir de ce CD-ROM. Le journaliste auteur de l'enquête, Serge Garde, va très vite être contacté par des familles françaises qui disent reconnaître leurs enfants. Le 12 avril, Elisabeth Guigou réagit au journal de France 3. La justice a demandé, y compris aux journalistes, qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice pour que nous puissions faire ces recoupements le plus, nous, les juges, c'est pas moi qui fais à leur place, puissent faire ces recoupements le plus rapidement possible. Je ne veux pas que rien soit laissé au hasard. Message reçu, le soir même, Serge Garde contacte le ministère de la Justice. Le lendemain, il remet le CD-ROM au procureur de Paris. Je dois dire que M. Ben Maklouf nous a reçus avec énormément de gentillesse et d'égard. Plusieurs fois, il m'a remercié pour cet acte de civisme. C'en était presque un peu gênant. Voici pourtant un document qui prouve que les autorités françaises possédaient depuis plus d'1 an ce fameux CD-ROM. L'association Morkoven l'avait en effet adressé, accompagné de ce courrier explicatif, directement à l'Élysée. Monsieur le Président, dans le cadre d'une action internationale, nous nous permettons de vous joindre les images horribles de pornographie et de torture d'enfants. La seule chose que nous avons appris de la France, c'est qu'ils avaient bien reçu le CD-ROM. Et c'est tout. Apprendre aujourd'hui qu'au moment où M. Ben Maklouf me faisait ses déclarations sur le civisme, eh bien en fait, il avait déjà le CD-ROM depuis 11 mois. Car ce second document confirme bien que l'Élysée a transmis le CD-ROM au ministère de la Justice le 21 avril 1999. Dans la foulée, le 14 mai, le document parvenait au procureur de Paris. Que s'est-il donc passé pendant 1 an, entre avril 1999 et mai 2000? Nous avons posé cette question et au ministère de la Justice et au parquet de Paris. Embarras, cafouillage, tout le monde se renvoie la balle avant de communiquer par fax la réponse officielle. On apprend dans ce fax qu'une enquête pénale a bien été ouverte et que le CD-ROM contenait des images porno mettant en scène des mineurs. Surtout, on apprend que 2 mois plus tard, le dossier est classé en l'absence d'infraction pénale. Quand même, si on voit des enfants en bas âge faire une fellation à un adulte ou être sodomisé comme ça existe sur le CD-ROM, s'il n'y a pas d'infraction pénale, alors il ne faut surtout pas venir me proposer la moindre amende. Je voudrais savoir quel est l'abruti, je pèse mes mots, qui a pu prendre cette décision. Enfin, ça, c'est quand même scandaleux. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les gens ont regardé les images qu'il y avait sur ces photos? Il n'y a pas d'infraction pénale.
Pas d'infraction, aucune poursuite, exit le CD-ROM. Et quand il réapparaît à la une de l'Humanité l'hiver dernier, le parquet de Paris persiste à en nier l'importance. Un certain nombre de ces clichés sortent de revues où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Comment interpréter cette notion de consentement quand on voit sur le CD-ROM des enfants de moins de 3 ans ? 6 mois après ces dernières déclarations du parquet de Paris, nous avons sollicité à nouveau les autorités judiciaires pour faire le point sur l'enquête. À notre demande d'interview, il nous a été répondu par fax ceci. S'agissant des investigations liées à la diffusion du CD-ROM et des procédures en cours, nous ne pouvons nous exprimer sur ces questions. De leur côté, les associations qui luttent contre la pédophilie comme Morkoven en Belgique ou le Bouclier en France multiplient les cris d'alarme en vain. Si un jour nous avons une liste à publier, ce n'est pas la liste de personnes, parce qu'il n'y a que la loi qui peut dire s'ils sont coupables ou pas, mais nous publierons la liste de toutes les démarches que nous aurons faites auprès des pouvoirs publics. Et là, je pense que les citoyens vont redescendre d'un cran en voyant exactement ce que nous avons fait, quand nous l'avons fait, et les suites qui ont été données. Ça sera intéressant. C'est quoi le résultat, aujourd'hui ? Quasiment zéro. Il faut quand même que les Français sachent que des affaires sont classées pour tout un tas de motifs juridiques, mais c'est quand même délirant. J'ai connaissance que, quelque part en France, il y a plusieurs ordinateurs bourrés d'informations extrêmement sensibles de cette nature qui sont en train de rouiller. La plainte est classée. Point, c'est fini. Et personne ne va aller voir ce qu'il y a sur ces disques durs, alors qu'on sait que le bonhomme en question avait été bien dans ces eaux-là, dans ces milieux, etc. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Et des exemples comme ça, nous en avons des dizaines, ici, en France. Malgré tous les détails que Déborah a donnés à l'âge de 10 ans, la justice met toujours sa parole en doute. La fillette a pourtant désigné ses agresseurs et même conduit les enquêteurs jusqu'aux maisons où elle avait été violée. 4 ans après sa première plainte, aucune condamnation, son affaire traîne toujours. Elle les a reconnus tous sur les photos, mais c'est ce que je dis quand j'ai assisté, moi, à cette reconnaissance. Elle a mis 3 quarts d'heure pour pouvoir accepter que le commissaire lui montre des chiffres, des photos, parce qu'elle ne pouvait même pas approcher son doigt de la photo du mec, tellement qu'elle en avait peur. Alors c'est ce que je dis, quand on voit ça, on voit bien quand même qu'elle a peur de ces gens. C'est pas quelque chose qu'elle invente, parce qu'elle était complètement stressée, elle était à la limite de nous faire une crise de titanie. C'est-à-dire que d'un côté, elle a reconnu ces hommes sur ses photos, et d'un autre côté, elle vous a emmené à leur domicile. Voilà. Alors c'est ce que je dis à la juge d'instruction. Si ma gamine est voyante, il faut quand même le dire, parce qu'elle m'amène à leur domicile et elle me les reconnaît sur les photos. Il y a quand même des choses qui sont plausibles. Plus tard, un nouvel élément va venir étoffer le dossier. Déborah va en effet se reconnaître dans le fichier. Seulement voilà, la ressemblance est certes frappante, mais l'enfant de la photo a un sexe de garçon. Alors, la famille de Déborah fait-elle erreur ou y a-t-il trucage informatique pour brouiller les pistes? Les expertises devront le dire. Et avec cette nouvelle plainte, c'est encore pas de chance, car entre la juge parisienne chargée de l'instruction du CD-ROM et le procureur qui s'est occupé en Haute-Savoie de l'affaire de Déborah, la communication laisse à désirer. Et quand les parents ont été faire leur déposition à la brigade des mineurs de Paris, vous avez été informé? Non. Je l'ai appris par le journal. Vous l'avez appris par le journal. D'une certaine façon, dans ce que vous avez à traiter, l'existence de ce CD-ROM peut confirmer ce que disaient les enfants. Oui, ça effectivement. Mais à l'époque, on n'était pas saisi de ça. Tout le monde ignorait l'existence de ce CD-ROM. Et vous l'avez appris dans les journaux. Et pourtant, la famille pense qu'il pourrait y avoir aussi 2 frères et sœurs de Déborah sur ce CD-ROM. Mais vous me le dites, mais moi je ne l'ai pas vu, ce CD-ROM. Et vous avez vu au moins la photo du fichier pour pouvoir voir... Non. Non, je ne l'ai pas vu. Comment ne pas s'étonner que des magistrats apprennent l'existence d'un tel document par la presse? Seul argument aujourd'hui avancé, pour la bonne marge de l'enquête, tout ce qui se rapporte au CD-ROM doit rester entre les mains d'un seul juge, à Paris. Mais à ce jour, la juge en charge de ce délicat dossier, ainsi que la brigade des mineurs de Paris, refusent toujours de faire visionner le CD-ROM aux familles qui le demandent.
Alors c'est en Suisse que plusieurs mères françaises se sont rendues cet été pour voir ce CD-ROM. Et ce, à l'invitation très officielle de la police de Genève. On a marre d'entendre dire que on est des mères qui fabulent, que nos enfants racontent n'importe quoi, qui sont manipulés. Il y a un petit garçon de 9 ans qui est en danger de mort. Moi, 15 médecins qui ont dit que mon fils avait été violé. Et les derniers dessins que j'ai donnés à expertiser, l'expert a été formel, dit il est toujours violé. Il faut absolument maintenant bouger et faire bouger cette justice qui nie tout. Ils disent que les réseaux n'existent pas. Oui. Avant même qu'ils aient des photos de nos enfants, ils disent que c'est pas eux. Donc ils n'ont même pas pu comparer. Que avant, dans la presse, c'était non, c'est pas eux. Donc vraiment, je sais pas comment ils ont fait. Et ils sont médiums ou voyants, je comprends pas, franchement. Ce voyage en Suisse est capital pour elles. Après les récits de leurs enfants, elles viennent chercher ici une preuve qui pourrait renforcer ces témoignages. Elles vont découvrir tout au long de la journée les 8000 photos qui composent ce CD-ROM. Une cellule d'aide psychologique a même été prévue par la police suisse. Mais c'est dingue, putain, c'est dingue. Tu sais pas que ça existe, ça. Ils sont vraiment malades, ces mecs-là. Je t'assure que là... Attends, c'est l'horreur, les trucs. Hein. D'accord. J'ai l'impression d'être saoul, moi. Tu n'as rien reconnu? Pour l'instant, à part si, Déborah. Oui, Déborah, c'est la seule. Hein. Déborah, c'est vraiment... C'est Déborah, aucun problème. Personne. C'est dur, hein. Je peux vomir, c'est vraiment... C'est répugnant. Tu veux dire, c'est tellement répugnant. Non, puis quand ils disent il y a des trucs de naturistes et tout, bon, on a vu une photo de naturiste, mais en fait, il y a d'autres photos où ils enfoncent des instruments dans les fesses, des fruits, des objets, bon, des trucs horribles, quoi. Horribles. Tu te demandes comment... Ils ont tous ce regard noir, triste, souffrant, tu vois, vide. Il n'y a plus de vie dans les yeux. Ou une souffrance. Ouais. Quand ils disent que les réseaux pédophiles, ça n'existe pas, ben dis donc, c'est bien. Hein. Bravo, hein. Franchement. Non, mais ça... Attends, s'il faut aller à l'étranger pour que justice soit faite, c'est quand même grave. Non. Leur histoire fait le lendemain la une des journaux suisses. 7 enfants ont été identifiés par leur famille. Fabienne affirme avoir reconnu Déborah ainsi que 2 de ses frères et sœurs. Quand tu as vu que tu étais sur les photos, tu étais surprise, toi? Ben non, pas tellement. Pas tellement. Et qu'est-ce que tu espères maintenant qu'on a trouvé ces photos? Ben que ça va être jugé comme il faut. Et sinon, il y a quelque chose comme ça que tu veux dire? Non. Non? À part que si on m'aurait cru tout de suite et on n'aurait pas eu besoin de voir ces photos, ça aurait été mieux. Confirmation également pour Chantal, qui avait jusque-là reconnu son fils uniquement sur le fichier révélé par la presse française. Le fait d'avoir revu 2 photos hier de mon fils dans ce nouveau CD-ROM, que je n'avais pas vu précédemment, donc ça vient quand même confirmer que je suis désolée, mon fils est dans un réseau pédophile et on me fera croire ce qu'on voudra, mais moi je suis désolée, je maintiens ce que je dis, je confirme, et il y a des témoins qui sont là et ça on ne me fera jamais lâcher prise là-dessus. L'identification de ces enfants est éminemment complexe et nécessite des expertises rigoureuses. Notre enquête n'a d'ailleurs pas pour but de démontrer s'il s'agit ou non de ces enfants français. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il y a sur ce CD-ROM des milliers de mineurs violés dont on ne sait pas qui ils sont et encore moins ce qui est réellement entrepris pour les retrouver. Un homme est convaincu qu'il suffirait de bien chercher et d'y mettre les moyens pour identifier des enfants et retrouver leurs agresseurs qui apparaissent parfois sur les photos. Depuis plusieurs années, Don Fortunato, un prêtre sicilien, traque les pédophiles sur Internet, repère les réseaux et alerte les autorités. Un combat quotidien. Vous voyez là, c'est une toute petite fille. C'est une photo qui fait partie de toute une série sur laquelle je viens de tomber en vous parlant. C'est une petite fille d'1 an avec un adulte qui se cache le visage pour pas qu'on le reconnaisse. Il est en train de violer la petite fille.
Il y a une petite fille que nous avons vue à 2 ans. Maintenant, elle en a 12. Chaque année, elle a été violée. Et chaque année, on voyait une photo d'elle. À qui est cet enfant? Cet appel, je le lance aussi en France. À qui appartiennent ces enfants? La France est impliquée, comme tous les autres pays en Europe. Tous, sans exception. Il suffit d'ouvrir les yeux. Tous les jours, on envoie à Interpol des dizaines de signalements. Jusqu'à présent, personne ne nous a répondu. Et s'ils ont répondu, c'est pour nous dire d'envoyer les documents à une autre adresse. C'est précisément à partir des documents recueillis par Don Fortunato que la police italienne a pu démanteler début octobre un vaste réseau pédophile entre la Russie et l'Italie. 1700 personnes seraient impliquées, parmi elles des Français. 3000 cassettes ont été saisies. Le trafic aurait rapporté plusieurs millions de dollars. Sur certaines vidéos figuraient des scènes de torture et même de mise à mort d'enfants. Le pire du pire, ce sont des vidéos qu'on a déjà données aux magistrats italiens. Des vidéos de petites filles qui sont non seulement abusées et violées, mais aussi dont on brûle les parties génitales après le viol. Des enfants parfois en très bas âge, qui après le viol sont aussi tués et exposés comme des trophées. Une chaîne de télévision a diffusé des extraits de ces vidéos et l'affaire a fait scandale en Italie, au point que le ministre de la Communication soit interpellé au Parlement et que le patron de la RAI s'excuse en direct. Quant au magistrat chargé du dossier, voici ses premières conclusions. Après 2 ans d'enquête, tout nous porte à croire que nous sommes devant de véritables assassinats. Sur l'existence de ces films appelés snuff movies, voici la confession d'un indique de la police britannique. This man, Edward, insists he has seen 5 videotapes where children have been sexually abused, tortured, and then killed in front of a camera. The man was on board with the boy. He was allowed to do anything that he wanted to do to the boy. Things got out of hand, and the boy ended up dying, which was recorded on a video camera. How did the boy die? Yeah, he suffocated on the genitals of the man. Sur le marché des snuff movies, sur leur valeur, précision de Robbie van der Planken. Ce film, une fois qu'il est fait, on peut le vendre combien? Je crois que c'est un peu en fonction des moyens du client aussi. Je crois qu'en principe, je ne peux pas trop m'avancer. Mais en francs belges, cela peut dépasser 1 million, si le film est fait sur demande. On ne court pas le risque, je crois, pour 200 ou 300 000 francs. 2 semaines après cette interview, Robbie était arrêté pour le meurtre de son amant. Faut-il rappeler que celui-ci n'était autre que Gerrit Ulrich, chez qui fut saisi le CD-ROM. Un CD-ROM qui, au-delà des images insoutenables qu'il contient, est une pièce supplémentaire venant étayer la thèse des réseaux pédophiles. Alors question, comment sont-ils organisés et qui sont tous ces enfants victimes de leur perversité? On sait encore trop peu de choses sur ces réseaux. Seule certitude, chaque jour des milliers de documents circulent. Échanges sans frontières, d'adresses, de films vidéo et même d'enfants. Un trafic dont cette affaire, jugée en France à Draguignan en 98, est l'illustration parfaite. 8 Français lourdement condamnés pour viol sur mineurs, atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et trafic de cassettes. Les pédophiles disposaient de nombreux contacts jusqu'au Maroc,
en Thaïlande ou en Roumanie. Par le réseau étaient abusés des enfants français et étrangers. Les pédophiles étaient même parvenus à importer de Roumanie 2 enfants âgés de 10 et 12 ans. Dans ce dossier-là en particulier, on a établi l'existence d'un réseau, l'existence de lieux de production, si je peux dire, d'enfants, de réseaux d'enfants qui circulent de main en main, que les gens utilisent 15 jours, 3 semaines, et puis s'échangent. Enfin, c'est une réalité, ce ne sont pas des fantasmes d'obsédés. C'est fou de parler d'échange d'enfants en France. Oui, d'échange en France. On a pu reconstituer le trajet, ça n'est même pas discuté par les prévenus, ceux qui ont été condamnés maintenant. Passer 15 jours ou 3 semaines avec un enfant, l'enfant était transporté en train, par exemple. J'ai ce souvenir très précis, sans donner de nom, d'un enfant amené de Valence à Chambéry, puis de Chambéry à Paris, et de Paris à Lyon. Qu'est-ce qu'il y avait à Paris? À Paris, au greffe de la Cour de cassation, le fils d'un employé qui était un des pivots de la distribution des cassettes pornographiques. Et il semblerait, d'après ce qu'a dit ce garçon, qu'il se servait lui-même parmi les documents saisis au greffe. Donc il faisait commerce, en quelque sorte, de documents déjà saisis par la police. De nombreuses perquisitions, dont une dans l'enceinte même du palais de justice de Paris. Et parmi toutes les cassettes saisies, là encore, des images de torture et d'assassinat. Dans le registre de l'horreur, j'ai vu beaucoup de choses, mais ce spectacle-là était complètement insoutenable. Je veux dire, la vision d'un enfant violé, torturé à mort par un adulte, et tout ça dans un souci purement mercantile, c'était complètement insoutenable. On a arrêté la projection au bout d'une vingtaine de minutes. Et il y avait là des heures d'enregistrement. Les prévenus ont écopé de peines de 4 à 20 ans de prison. Quant aux 2 enfants roumains victimes du réseau, ils ont mystérieusement disparu au cours de l'enquête. On peut envisager le pire. Soit que ces enfants aient été assassinés, soit que ces enfants aient fini, ce qui n'est pas mieux, sur les trottoirs de Manille ou de Marseille, dans les rues où s'exerce la prostitution masculine. Il paraît impossible de savoir aujourd'hui ce que sont devenus Bogdan et Nelou. Nous avons néanmoins cherché à comprendre ce qui se passait en Roumanie, devenue depuis peu une destination prisée par les pédophiles. Et d'ailleurs, de nombreux Européens y ont été arrêtés ces dernières années. Parmi eux, un Français, Michel Albank, pris en flagrant délit dans un appartement de Bucarest en octobre 1996. Les images de son arrestation filmées par des policiers avaient à l'époque été diffusées à la télévision roumaine et devant la caméra, le pédophile Albank se justifiait d'une manière pour le moins surprenante. J'ai rencontré peut-être 200 garçons, mais j'ai pas fait des choses avec tous. J'ai fait très peu de choses avec beaucoup. J'ai eu des rapports qu'avec une 50aine de garçons, vraiment. C'est le capitaine Biro qui, sur sa propre initiative, a monté cette opération. Au moment de l'arrestation d'Albank, un autre Français se trouvait dans l'appartement. Faute de preuves, ce dernier n'a pas été inquiété. Je n'ai rien fait, monsieur. Plus tard, nous avons appris par l'ambassade de France que le Français que nous avions trouvé dans l'appartement avec Michel Albank faisait partie d'un réseau pédophile. D'après ce qu'on sait, Michel Albank avait des relations avec d'autres pédophiles. Il se donnait des rendez-vous, les lieux de rencontre et les endroits où on pouvait trouver des enfants plus propres et moins chers. Est-ce que vous pensez que ce genre d'affaires avec un Français, un Européen, est-ce que cette affaire-là pourrait se répéter? Ici en Roumanie? Oui. Il est effectivement très facile d'entrer en contact avec des enfants de la rue à Bucarest. Gabi, Adrian, Costel et les autres traînent jour et nuit aux abords des grands hôtels et dans les parcs où les rencontres avec les pédophiles restent discrètes.
Et visiblement, ils ont bien l'habitude de fréquenter des étrangers. Hier soir, par exemple, il y a un mec qui a voulu me prendre en photo. En fait, il voulait me photographier à poil. Est-ce que des étrangers vous ont déjà proposé de partir avec eux à l'étranger, par exemple? Ouais. Un mec m'a dit que si j'allais à l'hôtel ou dans son pays, en France, avec lui, il m'offrirait plein d'argent. Le mec parlait un peu roumain. Moi, je lui ai dit, c'est pas une question d'argent, mais je veux pas y aller. J'ai dit ça clairement après qu'il m'ait fait une pipe. Je lui ai dit que j'avais peur parce que je sais pas ce qu'il a dans la tête. Ouais, moi je partirais. Moi, je sais pas. On nous a raconté qu'il y avait des proxénètes, des types qui étaient spécialisés pour faire partir les enfants vers les étrangers. Est-ce que ça existe, ça? On nous en a parlé. Ouais, moi j'en connais un. Je crois qu'il s'appelle Ali. Ouais, c'est ça. Ouais, Ali. Ali. Ouais. Dès le lendemain, nous tentons d'entrer en contact avec Ali, ce mystérieux intermédiaire. Équipé d'une caméra cachée, nous nous rendons à la gare du Nord de Bucarest, son quartier général. Ali, tu connais? Ali. Moi, je le connais. Venez. Et c'est cet enfant, âgé de 10 ans à peine, qui nous conduit vers Ali, son proxénète. Ali n'est même pas surpris par notre rencontre. Nous nous faisons passer pour des pédophiles étrangers. Est-ce qu'il connaît beaucoup d'enfants? Beaucoup, plein d'enfants. À peu près quel âge? Ce vârstă? Începând de la cea mai mică vârstă până la 16-17 ani. Le plus bas jusqu'aux 16-17 ans. C'est quoi le plus bas? Care e cea mai mică vârstă? 6, 5. 5-6 ans. Est-ce que tous ces enfants qu'il connaît, ils ont déjà eu des relations sexuelles avec des adultes? Spune, iată, acești copii de acum au experiențe cu străinii? Da. Ca de exemplu, unul din cei care au experiență e cel care a venit după mine. Oui, ils ont des expériences sexuelles. Par exemple, le petit qui était venu avec moi. Et en toute sécurité et anonymement, on peut sortir ses enfants et les ramener en France. Est-ce qu'il peut me le garantir ou pas? Deci, poți să-i garantezi tu că scoate copilul din țară fără să fie zarvă, fără să fie probleme, fără să fie nicio sans aucun problème, sans rien, sans discussion. Cel puțin bănuială. Il n'y aura même pas de doute. D'accord. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Ali veut nous présenter des enfants et puis aussi parler d'argent. D'accord. La gare du Nord de Bucarest est un des lieux de rencontre favoris pour les pédophiles. Les éducateurs qui tentent d'aider les enfants des rues savent bien qu'il est très facile d'embarquer un gamin. Toute une nuit pour 50 francs, c'est beaucoup d'argent pour un gosse de 10 ans en Roumanie, mais c'est le début de l'engrenage. La chance qu'ils ont, ces jeunes, c'est que les pédophiles sont rapides et qu'ils disparaissent vite. Le drame qu'ont ces jeunes, c'est que s'il y a des plus grands impliqués dans l'histoire, tu disparais pas du réseau comme ça. Alors on connaît, nous, à notre niveau, des réseaux. Ça part le soir en minibus et ça passe aucune frontière. C'est des voyages de nuit, on dort la journée, dans les bois, dans le camion, et on arrive demain à Nanterre si on a envie. Et on passe par où? On passe par la Suisse, on passe par la Hongrie d'abord, on passe par l'Autriche, on passe par la même route que celui qui a des papiers, sauf qu'à 10 km avant la frontière, on passe par un autre chemin. Mais ça veut dire qu'il y a des circuits organisés. Ça veut dire que c'est organisé, évidemment. La question est épineuse en Roumanie, car il y a là un enjeu politique et diplomatique. L'Europe exige en effet que soit réglé le problème des enfants des rues pour accepter la Roumanie dans l'Union. Alors,
Quand nous demandons à un responsable de la police s'il existe des réseaux, voici sa réponse. Heureusement pour nous, ça n'est pas arrivé. Il y a des gens qui viennent de l'étranger pour abuser ici des enfants, mais jamais ils n'ont sorti d'enfants du territoire. Avez-vous entendu parler d'un CD-ROM dont disposent beaucoup de services de police européens et les services d'Interpol, mettant en scène des mineurs, représentant des photos pornographiques mettant en scène des mineurs? En avez-vous entendu parler et en disposez-vous? Oui, des collègues français nous en ont un peu parlé. Pensez-vous que des enfants roumains puissent figurer sur ce document, sur ce CD-ROM? Je ne peux pas dire ni oui ni non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de réseaux de prostitution d'enfants en Europe et du fait justement que ces réseaux pourraient utiliser des enfants roumains? Si l'on parle uniquement des mineurs de moins de 14 ans, je vous le répète, heureusement, non. Pourtant, ces deux enfants dont on négocie la sortie du territoire ont moins de 10 ans. 40 000 francs, c'est le prix que propose Ali pour envoyer chaque enfant en France. Donc je vais vous désigner les personnes qui font les papiers, donc vous allez leur donner l'argent. Donc en fait, il y a des gens au-dessus de lui qui peuvent tout nous garantir sans problème. Deci ai persoane care sunt deasupra ta, care ne asigură totul. Deasupra aici nu, mai sus da. Ici non, j'ai pas de personne, mais là-haut oui. Les intermédiaires, les proxénètes qui mettent en contact les enfants et les étrangers, en Roumanie comme dans d'autres pays, ont l'habitude de se vanter, de bénéficier de complicité, d'appui haut placé. Est-ce que vous pensez que c'est possible ici en Roumanie? Je m'excuse, mais il faut être naïf pour croire ça. Naïf peut-être, mais alors, comment expliquer la présence de notre ami Ali sur ce film tourné en janvier dernier lors de l'arrestation d'un pédophile anglais? Ali, qui avait alors été arrêté et incarcéré, comment expliquer qu'il soit aujourd'hui à nouveau dans la rue à négocier des enfants? De retour en France, on nous indique que l'instruction sur le CD-ROM suit son cours. Alors question, quels sont les résultats des expertises? Première affaire, Déborah. 6 mois après qu'elle se soit reconnue sur le fichier, aucune photo n'a encore été examinée. Elle vit très mal tout ce que la justice n'a pas fait ou traîne à faire. Qu'est-ce qu'elle vous dit, par exemple, avec ces mots à elle, ces mots? Elle me dit qu'elle se sent très sale et que la justice la prend pour une menteuse, qu'elle n'est pas la victime, que c'est elle la menteuse et que, en fait, c'est elle qui est coupable d'avoir osé parler. Deuxième affaire, Chantal. Les conclusions de l'expertise indiquent que l'enfant de la photo n'est pas le sien. Mais là, problème. La mère a reconnu l'enfant sur une photo. La justice a fait expertiser une autre photo pour pouvoir dire que ce n'était pas cet enfant qui était dans le fichier. Et jusqu'à ce jour, les photos sur lesquelles nous avons reconnu l'enfant n'ont pas été expertisées. La plainte a été déposée il y a bientôt 6 mois. Donc aujourd'hui, on vous dit que ça n'est pas l'enfant en s'appuyant sur d'autres photos que celles que vous avez identifiées. Exactement. Comment vous expliquez ça? Je ne l'explique pas. Troisième affaire, Françoise. À elle aussi, la justice répond qu'elle se trompe. Point final. Le juge d'instruction chargé de cette affaire sur le CD-ROM n'a pas cherché à me voir. Mon avocat lui a demandé une audience et a demandé à ce que je sois reçue. Elle a refusé de le faire. On a voulu lui confier des photos de mon enfant pour qu'elle puisse faire une comparaison par rapport aux photos du CD-ROM. Elle n'en a pas voulu. Néanmoins, elle a envoyé quand même la police en Hollande, avec une commission rogatoire en cours, bien sûr, de manière à constater si effectivement c'était bien un autre enfant que le mien ou pas. Et il a été constaté qu'il s'agirait d'un autre enfant qui s'appellerait Björn Nimkamp. Nous sommes donc allés en Hollande pour vérifier qui est ce fameux Björn et s'il est bien le garçon de la photo. On apprend qu'il a été abusé et filmé il y a une douzaine d'années et que son affaire a été jugée récemment. Mais là, surprise, contrairement à ce qu'indique très officiellement la justice française, Björn
n'est pas l'enfant de la photo. Cet homme est bien placé pour le savoir, c'est le policier qui a centralisé en Hollande les différents éléments d'enquête sur le CD-ROM. Björn Nischkamp est-il sur le fichier? Non. Non. Oui, j'en suis sûr. Ce matin, j'ai eu des collègues au téléphone et il n'est pas en photo sur le fichier. Ok, donc il n'y a pas été trouvé. Non. Non, non. Mais comment expliquer qu'un policier français dise qu'il y est? Je n'en sais rien, peut-être qu'il le croit, mais moi j'ai parlé avec un collègue qui a vu tous les documents saisis chez Ulrich, le CD-ROM et le fichier, et il a dit Björn n'y est pas. La surprenante affaire de Björn vient désormais s'ajouter aux nombreuses zones d'ombre de l'enquête sur le CD-ROM. Alors pourquoi autant de mystères et d'incohérences? C'est cette question que nous aurions aimé poser à la justice française. Jusqu'à ce jour, et malgré notre insistance, aucun des policiers ou magistrats en charge du dossier n'a voulu nous répondre. Des témoignages de victimes dont on ne cesse de douter, des criminels sûrs de leur impunité, un CD-ROM que l'on a cherché un temps à dissimuler. Quel but poursuit la justice française? Qui dérange-t-on? Et comment interpréter cette chape de plomb? Il y a quelques jours, au terme de notre enquête, nous avons découvert un nouveau document, un autre CD-ROM qui fait partie du matériel saisi dans l'appartement d'Ulrich. Il y a là 14 000 photos, 2 fois plus que le premier CD-ROM. On y retrouve, là encore, des viols sur des enfants, mais surtout de nombreuses scènes de torture. À ce jour, aucun enfant n'a été identifié. La semaine dernière, nous avons remis ce nouveau CD-ROM au ministère de la Justice. Georges Glatz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président et bénévole de la Fondation du CID à Lausanne. Le CID, c'est le Comité international pour la dignité de l'enfant. Alors, votre fondation était parmi les premières associations à recevoir ce fameux CD-ROM que vous avez immédiatement transmis à des autorités compétentes, qu'il s'agisse d'Interpol ou à la police fédérale en Suisse. Est-ce que vous êtes satisfait des enquêtes qui ont été menées à partir de ce document accablant? Alors, ce qui a été fait en Suisse, oui, je suis satisfait car la police a bien travaillé. Par contre, je crois que ce qu'il faut tout de suite mentionner, c'est qu'en France, en 2000, cette affaire du CD-ROM a ressurgi, comme si tout d'un coup la France le découvrait. Or, j'affirme qu'en 98, les autorités fédérales ont transmis le CD-ROM à Interpol, donc la France était au courant. À mon sens, c'est une faute grave de l'État français que de dire tout d'un coup, nier l'existence de ce CD-ROM, puisqu'il était transmis par voie officielle en 98 déjà à la France. Alors, dans le reportage, on voit que les polices cantonales, en tout cas la police cantonale genevoise, je dirais, a agi plutôt de manière positive en acceptant de recevoir certaines mères. Est-ce que vous pensez que la Suisse en a fait assez sur ce dossier? En tout cas, elle en a fait plus que les Français, puisque les Français n'ont même pas voulu recevoir ces mamans. Je trouve qu'il y a une reconnaissance du statut de victime à ces mères qui était tout à fait admirable de la part des autorités suisses. Mais alors, d'un autre côté, on a appris il n'y a pas si longtemps que la police fédérale avait démantelé cette cellule Internet qu'elle avait créée donc pour traquer la pédophilie sur la toile. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un signe plutôt inquiétant? Alors sur le plan international, pour lutter contre la grande criminalité, la Suisse est en retard, car effectivement, elle renvoie les compétences au canton en disant Zurich enquêté, canton de Vaud enquêté. On sait bien, quand on découvre sur un site internet quelque chose, eh bien on le découvre à peu près en même temps à Berne, à Zurich, à Bâle et à Lausanne. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? On va engendrer des enquêtes dans chaque canton, ce qui est coûteux, inopérant, inefficace. Alors, bien sûr, ceux qui sont surtout mis en accusation dans le reportage, ce sont nos voisins, les Français. Comment est-ce que vous expliquez ces dysfonctionnements de la justice française dans ce type d'affaires-là? Mais je ne m'explique pas vraiment, c'est-à-dire ce sont des questions qu'il faut poser au plus haut niveau de l'État français. Ce qu'on constate simplement et ce qu'on sait, c'est que le trafic d'êtres humains est actuellement le trafic mafieux qui rapporte le plus.
Le marché de la prostitution classique est un marché qui rapporte gros. On a les mêmes structures, j'entends les mêmes couvertures dans les trafics mafieux de munitions, d'armes. Et donc dans le trafic mafieux de traite d'êtres humains, il y a aussi les enfants. Et les enfants, c'est un produit qui peut se vendre très cher, puisque j'entends, c'est un produit, excusez-moi de le dire ainsi, mais j'entends qu'on peut faire consommer à plusieurs par personne. On a vu, on peut faire venir des enfants de Roumanie en France tout à fait facilement, et ensuite on peut créer et distribuer cet enfant dans les réseaux. Puis on sait très bien qu'à la fin, cet enfant est condamné à mort. C'est la révélation des snuff movies, c'est donc ces cassettes pédophiles avec mort d'enfants, où on leur coupe la tête, parce qu'il y a certains pervers qui vont jusque-là pour jouir, et ces cassettes, ils les achètent 20 000 $ selon des voies officielles. Et vous pensez bien que ce n'est pas l'ouvrier de chez Renault qui se paye une cassette à 20 000 $. Donc il y a tout un tissu de protection. Puis il faut aussi savoir que le marché de la pédophilie, quand on sait que tel et tel banquier ou magistrat est pédophile, il y a un moyen de chantage extraordinaire. En fait, ce que vous laissez entendre, c'est que vu les bénéfices colossaux de cette industrie, si on l'ose l'appeler ainsi, ces réseaux ont les moyens d'acheter, de corrompre, y compris dans des pays développés comme les nôtres. En tout cas, c'est ce qu'on pense à plusieurs, nous qui enquêtons depuis quelques années et qui observons ce qui se passe, effectivement. On pense qu'il y a des tissus de protection à très haut niveau. On constate en tout cas dans plusieurs dossiers des choses complètement incompréhensibles, des pièces qui disparaissent dans les dossiers. Tout d'un coup, il y a des pièces qui disparaissent. On ne se l'explique pas. Il y a une inertie de la justice vraiment qui m'interroge énormément. Il y a des classements sans suite. Il y a des juges qui de temps en temps se font attraper, tel le président, c'est pas n'importe qui, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, condamné à 10 mois seulement avec sursis, ce haut magistrat français, 10 mois seulement, pour avoir abusé sexuellement de 3 enfants de 10 ans. Et vous pensez qu'un magistrat de cette importance n'est pas surveillé par les RG. Vous croyez que ce magistrat s'est découvert une vocation de pédophile à 57 ans. Moi, je ne le pense pas. Le pédophile, j'entends quand on est pédophile, on est accroché. C'est comme de la dope, comme de la drogue. En clair, Georges Glad, si je vous comprends bien, on n'est pas encore tout à fait au bout de nos surprises. En tout cas, je vous signale, toujours en lien avec cette affaire de CD-ROM, que samedi, une marche blanche est organisée à Paris, justement pour dénoncer l'inaction de la justice dans les affaires de pédophilie. Et puis la semaine prochaine, mais cette fois à Lausanne, il y aura un congrès sur la maltraitance que vous organisez, Georges Glatz, mais cette fois dans votre autre fonction, celle de délégué délégué à la prévention des mauvais traitements envers les enfants pour le canton de Vaud. Merci de votre participation à cette émission. Merci à vous. Dimanche, la défaite de l'initiative Oui à l'Europe s'annonce amère. On a beaucoup dit que les Suisses allemands voteront différemment que les Romans, mais nous vous montrerons la semaine prochaine qu'à Zurich, on sait aussi faire preuve d'esprit d'ouverture. Et puis, nous vous emmènerons à la découverte de l'envers du décor du Salon de l'Auto, qui dès aujourd'hui attend des centaines de milliers de visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition de Temps Présent. Je vous souhaite une très agréable fin de soirée. Ils sont branchés et ouverts au monde, ces Zurichois qui veulent jouer dans la cour des grands, mais à quelques kilomètres de là, leurs irréductibles cousins préfèrent se barricader contre toute influence extérieure. Malgré les embouteillages et le prix de l'essence, certains sont prêts à tout pour sacrifier au rituel du salon de l'auto. Des chromes resplendissants aux hôtesses sexy, Temps Présent vous dévoile les dessous de la grand-messe de l'automobile.